Les découvertes les plus extraordinaires sont souvent faites par des individus ordinaires. C'est un berger qui est tombé par hasard sur les parchemins de la mer Morte. Les peintures rupestres de Lascaux ont été découvertes par des adolescents. Et en 1996, d'un simple coup de pioche, un fermier chinois a bouleversé toutes nos théories sur les dinosaures. En effet, le métal de sa pioche a heurté un rocher ancien. À l'intérieur, le fossile d'une créature insolite, semblable à une dinde. Cela ne faisait aucun doute. Il s'agissait d'un dinosaure. Mais l'empreinte trouvée dans la roche permettait de lui attribuer des caractéristiques inédites. En effet, ce dinosaure paraissait recouvert de ce qui ressemblait à des plumes. La nouvelle a commencé à circuler. Des dinosaures à plumes avaient été découverts au nord-est de la Chine. Cette découverte provoque une véritable onde de choc sur la scène paléontologique. Une découverte étonnante remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les dinosaures. On a tout de suite compris qu'il s'agissait d'une découverte de première importance. C'était complètement inattendu, on ne pensait jamais trouver ça un jour. Baptisé Sinosauropteryx, l'objet de cet témoin général mesure près de 50 cm. Il est doté d'une petite tête, des dents d'un carnivore, d'une longue queue et de plumes primitives semblables à des filaments. Si ces plumes sont encore visibles aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont été conservées dans des conditions exceptionnelles. Au cours d'une éruption volcanique, la créature a été ensevelie sous la cendre. Et ses secrets ont été figés à jamais avant d'avoir le temps de se décomposer. Et cette créature n'était pas seule. Au cours des 10 années qui suivent, des centaines de dinosaures à plumes sont déterrés. Et les paléontologues commencent à spéculer sur la signification de ce manteau duveteux. Ces créatures nous obligent à revoir toute notre perception des dinosaures, de leur apparence, de leur psychologie et de leur comportement. Ces dinosaures à plumes avaient tous un point commun, ils étaient carnivores. Et ils constituaient les prédateurs les plus redoutables du monde préhistorique. Cette découverte est d'autant plus étonnante que pour nous, les dinosaures sont des reptiles. Et que les reptiles n'ont normalement pas de plumes. Ainsi, ces retombées scientifiques sont sans précédent. Et les possibilités qu'elles ouvrent, surprenantes. Une espèce en particulier cristallise tous les fantasmes sur les dinosaures. Il s'agit du plus féroce d'entre eux, un reptile emblématique du monde préhistorique, le Tyrannosaurus rex. Mais tout d'un coup, les scientifiques doivent revoir leur perception du grand méchant T-Rex. Si les ancêtres et les cousins du T-Rex avaient tous des plumes, alors le groupe auquel ils appartenaient les aurait gardés sous une forme ou une autre. Mais le T-Rex avait-il des plumes ? Le T-Rex était-il recouvert d'un fin duvet ou d'un épais plumage vif et coloré? Avait-il le comportement d'un oiseau de proie ou celui d'un reptile géant? Notre image de lui, celle d'un animal féroce et destructeur, est-elle erronée? Pour établir un portrait plus exact du T-Rex, les scientifiques doivent examiner de plus près le plumage de ses cousins chinois. Leur corps ne semble plus recouvert d'écailles, mais de plumes. Mais à quoi servaient ces plumes?
Les plumes peuvent avoir différentes fonctions. Elles peuvent servir à chasser, à communiquer et à tenir chaud. On trouve parmi nos animaux modernes des exemples insolites. Ainsi, le plumage du lagopède, originaire d'Arctique, sert à tenir chaud. Mais chaque saison, il change également de couleur pour se fondre dans l'environnement. Le pluvier à collier interrompu utilise ses plumes pour attirer l'attention. Lorsque son nid est menacé, il feint la blessure pour faire diversion. Pour cela, il déploie sa queue de couleur rouille et bat des ailes. Le prédateur, dupé, poursuit alors l'animal qui semble diminuer, détournant son attention du nid. Le paon, quant à lui, déploie sa queue aux couleurs chatoyantes pour attirer la femelle. Mais si la fonction de ces plumes varie d'une espèce à l'autre, c'est la couleur qui les rend efficaces. Alors, en était-il de même chez les dinosaures ? Rendre leur couleur à ces plumes pourrait permettre de déterminer à quoi elles servaient. À l'époque de la découverte, les techniques ne permettent pas encore d'isoler la couleur sur un fossile. Ainsi, cette piste semble constituer une impasse. Mais en 2006, une découverte inattendue sur un tout autre animal offre un nouvel angle d'attaque. Voici l'auteur de cette découverte, Jakob Winter, étudiant de 3e cycle à Yale. L'objet, le calamar. Les calamars sont des animaux merveilleux. Ils utilisent les couleurs de toutes sortes de façons. Ils changent de couleur, ils communiquent entre eux et arrivent même à exprimer des émotions à travers la couleur. Lorsqu'il se sent menacé, le calamar répand une encre noire qui a pour effet d'entraver la visibilité et de désorienter les prédateurs potentiels. Jakob examine un échantillon de calamar fossilisé lorsqu'il remarque quelque chose d'insolite dans la poche d'encre. De grosses gouttes foncées et rondes. Ces gouttes ressemblent aux granules de pigment qui confèrent sa couleur à l'encre du calamar. Jusqu'ici, Jakob n'en a jamais trouvé sur un fossile. C'est pourquoi il a toujours pensé qu'elle ne se conservait pas. Au microscope, le pigment fossilisé et le pigment de l'échantillon frais semblent parfaitement identiques. Ces calamars ont près de 200 millions d'années. Alors, quand j'ai examiné ces échantillons d'encre fossilisée, j'ai été surpris de constater qu'ils étaient parfaitement identiques à l'encre du calamar moderne. Il s'agit de nouveau d'une découverte de première importance. Si la couleur s'est conservée sur les fossiles de calamar, elle a pu se conserver chez d'autres fossiles également. Jakob sait que les plumes contiennent des pigments et que ceux-ci sont contenus dans de petites structures appelées mélanosomes. Mais il se demande si ces mélanosomes ont pu survivre à la fossilisation. Si les mélanosomes survivaient à la fossilisation, on allait pouvoir déterminer la couleur des dinosaures. Ou, plus précisément, des dinosaures à plumes fossilisées. Le spécialiste des calamars se transforme tout. S'il s'avérait que les mélanosomes se conservaient dans les plumes, alors ça allait permettre de reconstituer la couleur du plumage des dinosaures à plumes. C'était fascinant. C'était excitant. Il fallait définir la problématique et déterminer quel spécimen on allait utiliser pour y répondre.
C'était passionnant d'envisager toutes les questions qu'on allait pouvoir se poser. Et les réponses à ces questions pourraient non seulement permettre de colorer des créatures depuis longtemps disparues, mais aussi de jeter un nouveau jour sur leur comportement et leur apparence. Pour cela, il va falloir étudier un précieux échantillon de dinosaures à plumes. Et l'équipe devra se rendre en Chine. C'est ici que Jacob Winter, Derek Briggs, Rick Prum et Julia Clark espèrent trouver un rare échantillon qu'ils pourront utiliser pour rendre leur couleur aux dinosaures. Au terme d'un voyage de 2 jours, ils arrivent à Shenyang, chef-lieu de la province. Là, ils retrouvent le paléontologue Gao Kechin. Mais leur périple ne fait que commencer. Une fois à Shenyang, ils doivent naviguer en eau trouble pour obtenir les autorisations nécessaires. Les fossiles suscitent beaucoup d'intérêt. Et obtenir les accès nécessaires ou la collaboration des autorités est une part importante du travail de scientifiques en Chine. Pour nouer contact et présenter leur respect à leurs hôtes chinois, ils participent tout d'abord. Lorsque les scientifiques arrivent au musée local, le conservateur refuse de leur laisser prendre des échantillons. Il craint que l'équipe n'endommage les spécimens en les manipulant. Pour faire notre travail, nous devons prélever des échantillons de spécimens rares. Et le conservateur, lui, a pour mission de s'assurer que ces spécimens restent en bon état. Alors, évidemment, il est un peu réticent. Face à une impasse, l'équipe s'adresse au directeur du musée. Au terme de longues négociations et de quelques manœuvres politiques, celui-ci court-circuite son conservateur et accepte de leur remettre un échantillon spécifique du dos. Il s'agit d'une créature préhistorique de la taille d'un corbeau et dotée d'un plumage très fourni qui semble prometteur. Mais tandis que chacun l'examine tour à tour, l'excitation laisse place à l'inquiétude. Certaines plumes semblent avoir été modifiées de manière artificielle. La surface des plumes a été colorée. C'est du travail de professionnel, mais elle a été colorée. À l'œil nu, on n'y voit que du feu. Mais au microscope, il est assez évident que ce ne sont pas de vraies couleurs. Il n'est pas rare que des fossiles soient retouchés avant d'être exposés. Et cette pratique est loin d'être aussi répréhensible que celle des négociants douteux qui revendent des spécimens fabriqués de toutes pièces à des acheteurs inexpérimentés. Mais pour l'équipe, cette modification rend le spécimen en grande partie inutilisable. Les scientifiques essaient d'en tirer le meilleur parti possible, mais ils ne se font pas d'illusions. Ce n'est pas ce spécimen qui rendra leur couleur aux dinosaures. Heureusement, à force de cérémonies et de dîners, ils trouvent une autre piste. Un collègue chinois les présente à Li Chuanguo, paléontologue au musée d'histoire naturelle de Beijing. Li leur donne un accès inespéré à la collection très fournie du musée. Les plus beaux fossiles se trouvent dans une chambre forte, au sous-sol. Il est magnifique. Certains toujours dans leur écrin de roche. Nous avons ouvert les caisses et nous avons cherché les meilleurs spécimens pour un échantillonnage.
Tu peux reculer, Jacob? Non, c'est bon. Parmi ce bric-à-brac de roches anciennes et d'ossements, une créature sort du lot. Ses plumes sont bien conservées. Ce serait pas un microraptor? Ce spécimen avait des plumes très bien conservées, qui n'avaient pas encore été modifiées. Elles n'avaient pas encore été préparées, ni recouvertes de conservateurs. On peut voir les barbes. C'est incroyable. Il n'était pas prêt à être exposé, mais il était idéal pour un échantillonnage. On voit tous les détails. On a de longues plumes sur les membres antérieurs et postérieurs. Il y a aussi des traces de motifs colorés. L'animal était couvert de plumes. Même ses pieds et ses orteils étaient recouverts de duvet. Merci beaucoup. Ces échantillons seront le support de la prochaine étape, qui devrait permettre d'extraire les couleurs de la roche ancienne, de découvrir l'identité de cette créature dufteuse et de lever le voile sur le mystère des dinosaures à plumes. Ils ont tout le temps de réfléchir aux portes que va ouvrir leur travail. S'ils parviennent à isoler les mélanosomes de dinosaures fossilisés, alors les fantasmes pourraient bientôt devenir réalité. De retour dans son laboratoire à Yale, Jacob entreprend dans un premier temps de localiser les mélanosomes dans les échantillons. Tandis que le reste de l'équipe retient son souffle, il examine chaque échantillon sous un microscope d'un grossissement de 10 000. Un travail de fourmi. Imaginez que vous cherchez un ballon sur un terrain de foot, mais à travers un petit cône. Examiner un échantillon de quelques millimètres peut prendre des heures. Et avec des dizaines d'échantillons à examiner, les nuits à venir promettent d'être longues. Pour ne rien arranger, ces échantillons ne sont pas en aussi bon état qu'ils ne paraissaient en Chine. Le fossile étant une représentation en 2 dimensions d'un animal en 3 dimensions, Jacob a du mal à isoler les plumes pour les analyser. Ce n'était pas gagné d'avance. On ne savait pas si on allait retrouver des mélanosomes dans l'échantillon. On l'espérait très fort, mais rien n'était sûr. Tandis que Jacob se bat avec les mélanosomes, Julia tente d'identifier le fossile. Déterminer de quelle espèce il s'agit pourrait permettre d'expliquer la présence même des plumes. En comparant l'échantillon à d'autres fossiles de dinosaures à plumes, Julia parvient à l'identifier. Il s'agit d'un Anchiornis huxleyi, un carnivore de la taille d'un poulet, doté d'un bec à dents, de longues plumes très caractéristiques sur les membres antérieurs et postérieurs, et d'un drôle de duvet entre les orteils et sur les pieds. Ces plumes forment un manteau confortable que le paléontologue Mark Norell a hâte de voir. Selon Mark, la présence de plumes indique une évolution importante dans la physiologie des dinosaures. D'animaux à sang froid, ils seraient devenus des animaux à sang chaud. Tenir chaud est une des principales fonctions de la plume dans l'évolution. Je ne prétends pas qu'il s'agissait d'animaux au sang chaud, comme le sont les oiseaux modernes, mais ils étaient en passe de le devenir. Cette mutation génétique suggère que les dinosaures sont devenus plus actifs, que leur métabolisme s'est accéléré. Les reptiles paresseux seraient devenus des oiseaux besogneux.
La théorie de Mark remet en question l'idée communément acceptée selon laquelle les dinosaures étaient des reptiles. Mais elle s'appuie sur des preuves irréfutables. En 2004, avec l'un de ses homologues, il a trouvé un petit dinosaure semblable à un oiseau et fossilisé dans une position incroyablement vivante. Il avait la tête rentrée entre son corps et son bras. Il était dans la position d'un oiseau qui dort. Et si les oiseaux dorment dans cette position, c'est parce qu'ils ont le sang chaud. Cela leur permet de conserver la chaleur. Les petits animaux à sang chaud sont particulièrement sensibles à la perte de chaleur. Selon Mark, c'est la raison pour laquelle l'animal se trouvait dans cette position. Mais qu'en était-il pour les dinosaures de plus grande taille? Le T-Rex et ses congénères carnivores avaient-ils eux aussi besoin de ce manteau duveteux pour se tenir chaud? La réponse est on ne peut moins scientifique. Oui et non. Cela demande à être confirmé. Mais beaucoup pensent que les jeunes avaient un épais manteau de plumes pour se protéger du froid, et qu'à mesure qu'ils vieillissaient et grandissaient, leur plumage devenait plus parcimonieux. Ils ne le perdaient probablement pas complètement, et les T-Rex adultes avaient peut-être de petites touffes de plumes ou des taches de couleur sur la tête, sur les flancs ou alors dans le dos. Mais ces plumes servaient probablement plus à communiquer qu'à réguler leur température corporelle. Une technique toujours utilisée par les oiseaux de grande taille aujourd'hui. On retrouve la même chose chez l'autruche, par exemple. À la naissance, les petits sont entièrement recouverts de duvet. Mais à mesure qu'ils grandissent, ils perdent leurs plumes sur le cou, ils en perdent une partie sur les pattes, et leur plumage est moins dense sur le corps lui-même. La ressemblance entre le T-Rex ou ses congénères carnivores et l'autruche au sang chaud ne s'arrête pas là. D'autres fossiles révèlent des comportements semblables à ceux des oiseaux et étonnamment touchants. Lorsqu'en 1924, ce cousin non avien du T-Rex a été découvert sur des œufs, il a été baptisé Oviraptor, le voleur d'œufs en latin. Car, dans un premier temps, on a cru que la mort l'avait surpris en train de voler les œufs d'un autre dinosaure. On pensait à l'origine que l'oviraptor mangeait les œufs parce que c'était un reptile à écailles, et que les reptiles sont du genre à chaparder les œufs. Mais 70 ans plus tard, la découverte de nouveaux fossiles d'Oviraptor mène à une toute autre conclusion. On a trouvé des dinosaures assis sur un nid. Trouver un animal qui couve ses œufs, c'est incroyable. Si vous m'aviez dit ça il y a quelques années, je ne vous aurais pas cru. Comme les oiseaux à sang chaud, l'Oviraptor protégeait ses propres œufs et ne dévorait pas ceux des autres comme on le pensait. Encore plus étonnant, selon certains scientifiques, c'était le mâle qui couvait. Par ailleurs, celui-ci semblait jouer un rôle actif dans l'éducation de sa progéniture. C'est aujourd'hui le cas chez l'autruche. Et cela a pu être le cas du T-Rex, proche cousin de l'Oviraptor. Beaucoup d'éléments portent à croire que chez le T-Rex, c'était le mâle qui gardait le nid. Alors ce dinosaure, que nous considérons comme le prédateur le plus redoutable que cette terre ait jamais porté, était probablement un papa-poule. Pauvre T-Rex qui, jour après jour, ressemble de plus en plus à un oiseau. Son image de redoutable prédateur au sang froid se fissure peu à peu, pour laisser place à celle d'un papa-poule aux plumes flamboyantes.
Sa posture elle-même a changé. Au fil des nouvelles découvertes, les scientifiques sont contraints de lui reconnaître une structure osseuse plus aviaire. Et ce n'est que le début de la disgrâce pour le plus grand des prédateurs. De nouvelles révélations sur la couleur des dinosaures ne cessent de nous parvenir en provenance de New Haven, où l'étude du manteau de l'Anchiornis progresse à grands pas. Jacob a enfin réussi à isoler deux types de mélanosomes distincts. Les premiers, de forme allongée, devaient contenir la couleur noire. Et les seconds, de forme ronde, renfermaient une sorte de brun rouge bien connu des ornithologues. C'est un grand jour pour la paléontologie. 160 millions d'années après la fossilisation d'Anchiornis, l'équipe de Yale a déchiffré la première clé d'un grand code, celui de sa couleur. Jacob et son équipe ont prouvé qu'il était possible de rendre ces couleurs aux dinosaures. Mais les bonnes nouvelles s'arrêtent là. Les couleurs n'ont pu être isolées que sur quelques parties du corps d'Anchiornis. Et Jacob est à court d'échantillons pour poursuivre ses recherches. Heureusement, Li Chuango, son homologue au musée de l'histoire naturelle de Beijing, se porte de nouveau à son secours. De passage à New York pour d'autres affaires, Li lui apporte de nouveaux échantillons d'Anchiornis. Regarde ces échantillons. Jacob dispose désormais du matériel nécessaire pour un examen approfondi du dinosaure. Cette fois-ci, les résultats de l'examen au microscope électronique arrivent rapidement. Jacob trouve de nouveaux mélanosomes de forme ronde et allongée, mais aussi d'autres types qu'il ne parvient pas à identifier. Coup de chance, l'une des plus grandes éminences mondiales en matière de mélanosomes est de les verts et les bleus flamboyants, ainsi que le chatoiement d'un plumage résulte de la réfraction de la lumière sur les structures physiques de la plume. Et la plupart des rouges, des jaunes et des roses sont le produit de l'alimentation de l'oiseau. Les mélanosomes, quant à eux, sont porteurs des tons les plus ocres. Matt décide donc de se concentrer sur ceux-ci. À l'aide de sa base de mélanosomes unique et des correspondances établies par celle-ci, il confirme la présence de noir et de brun rouge et commence à déchiffrer les autres formes trouvées par Jacob. Il y a toute une palette de formes. Nous avons trouvé une forme intermédiaire entre le noir et le brun rouge. Et cette forme semble associée à la couleur grise. Tandis que Matt jongle avec les couleurs, Jacob commence à en dresser une carte. Un travail fastidieux qui pourrait ressembler à un jeu de coloriage pour enfants. Mais celui-ci commence à révéler de merveilleux motifs de couleurs, comme par exemple des mouchetures sur les joues, des rayures sur les plumes des bras, des taches sur les pattes et, à la surprise générale, une coiffure avant-gardiste. On a trouvé le support du noir, du gris, du brun et du brun rouge.
Mais le plus incroyable, c'est que l'on arrivait à définir des motifs. On a par exemple pu déterminer que le brin rouge se trouvait sur la tête. C'est intéressant, parce que ça prouve que ces plumes servaient à communiquer. Il les utilisait pour impressionner ses congénères. Mais si Anchiornis tentait d'épater la galerie, n'est-ce pas qu'il était capable de voir ce qu'il exhibait? C'est du moins ce que les scientifiques pensent. Sans jamais avoir pu examiner leurs yeux, ils ont réussi à tirer des conclusions intéressantes sur ce que les dinosaures voyaient. Pour cela, ils se sont appuyés sur des tests de vision effectués sur des crocodiles et des oiseaux vivants. Ainsi, il a été prouvé que de nombreuses espèces de crocodiles percevaient les couleurs. Les oiseaux, eux aussi, sont dotés de cette capacité. Crocodiles et oiseaux sont dotés des 4 mêmes récepteurs de couleurs, ou cônes. On peut donc raisonnablement supposer que leurs ancêtres possédaient eux aussi ces récepteurs. Or, leur ancêtre commun est aussi celui des dinosaures. On peut donc en déduire que les dinosaures percevaient eux aussi les couleurs. Si tel était le cas, Anchiornis a dû impressionner plus d'un contemporain avec sa crête rouge flamboyant. Si les premières plumes avaient à l'origine pour fonction de tenir chaud, très vite, elles ont développé une utilité plus visuelle. Servaient-elles à impressionner l'ennemi? À séduire une partenaire? À se camoufler? Probablement tout cela à la fois. Et si les travaux de l'équipe aboutissent, alors les couleurs et les motifs d'Anchiornis et d'autres dinosaures à plumes livreront la clé de ces comportements. Et après tout ce temps passé à chasser les fossiles, à prélever des échantillons, à rechercher les mélanosomes et à décrypter leurs codes, le moment de vérité approche. L'équipe de Yale fait venir Michael DiGiorgio, un ornithologue et dessinateur de renommée mondiale. Rick m'a appelé et m'a dit « J'ai un super projet pour toi ». Alors je lui ai répondu « Avec plaisir, qu'est-ce que c'est ?» Je pensais qu'il voulait me faire dessiner un oiseau, mais il m'a expliqué qu'il s'agissait d'un dinosaure. Il s'agit là d'une première. La fonction définissant souvent l'apparence, Michael s'appuiera sur les connaissances de Rick pour tenter de déterminer à quoi pouvaient ressembler les plumes de ces dinosaures. Les plumes du corps, épaisses, avaient probablement pour fonction de tenir chaud. Ceci est une plume de chouette lapone, une chouette qui vit dans les forêts de l'Arctique, c'est-à-dire dans une région extrêmement froide. Sous les plumes extérieures, c'est-à-dire le plumage, il y a une couche de duvet qui constitue un merveilleux isolant. La crête rouge, quant à elle, était probablement destinée à impressionner. Ça, c'est un grand tauco mâle. Ces plumes sont un peu plus rigides et légèrement bouclées. Elles sont probablement un peu plus spécialisées que ne l'étaient celles de l'Anchiornis huxleyi. Mais c'est tout de même un bon exemple. Sa crête lui permet de faire la cour et de communiquer avec ses pairs. Mais les motifs colorés des membres postérieurs et antérieurs ne sont pas si simples à décrypter. Et les plumes des pieds continuent de susciter l'incompréhension. Le plus surprenant, ce sont ces plumes sur les pieds. Au premier abord, on se dit qu'elles devaient gêner. Le croquis de Michael pourrait permettre d'élucider ce mystère. Et il est enfin prêt à recevoir la couleur.
Pour la première fois depuis 150 millions d'années, un dinosaure va retrouver ses couleurs. Je l'imagine en train de chasser, peut-être des insectes ou des petites proies. À en croire la taille de ses pattes, il était probablement très rapide. Si je devais le comparer à un oiseau contemporain, je dirais qu'il ressemblait au géocoucou. Ensemble, les plumes et les couleurs fournissent des indices fascinants sur le mode de vie et les comportements d'Anchiornis. Ils se tournaient autour et se jaugeaient. Ils déployaient sûrement leurs plumes pour exhiber leurs motifs. Ils s'affrontaient brièvement et l'un d'entre eux prenait la fuite. On sait qu'Anchiornis ne volait pas, car ses plumes n'étaient pas assez aérodynamiques pour cela. Mais il n'en était probablement pas loin. Il avait des doigts, ce qui permet de déduire que c'était un bon grimpeur. Et je l'imagine bien se déplacer sur l'eau. Ils étaient bâtis pour planer, mais ils en étaient probablement à l'un des premiers stades de développement de la fonction aérodynamique. Une théorie qui mérite d'être creusée. Mais un autre détail de l'animal, plus familier, inspire des théories encore plus étonnantes à Rick Prum. Il s'agit des motifs blancs et noirs de ses plumes. Le plumage moucheté sur les ailes et les pattes est assez fascinant, car il rappelle de manière frappante celui d'une certaine espèce de poule. La poule dite de Hambourg est une race de poule domestique qui a de magnifiques plumes blanches aux bords tachetés de noir. C'est donc un plumage très similaire à celui d'Anchiornis. Et cette ressemblance physique donne lieu à une hypothèse spectaculaire. Ce qui est intéressant chez la race Hambourg, c'est que les taches sont plus grandes chez les femelles que chez les mâles. Si c'était également le cas chez Anchiornis, alors il pourrait être possible de déterminer le sexe de chaque spécimen. Une donnée particulièrement difficile à déterminer uniquement à partir des fossiles de dinosaures. Et la technique pourrait également être appliquée à d'autres espèces de dinosaures, pour peu que l'on dispose de suffisamment d'échantillons. Qui aurait cru que la révélation viendrait d'une simple poule? Et malheureusement, pour le grand T-Rex, ce n'est pas tout ce que les poules nous apprennent. Les scientifiques ont récemment analysé des échantillons de protéines provenant d'un os de patte de T-Rex vieux de 68 millions d'années. Et devinez quel est son plus proche parent? Oui, c'est bien ça. Le poulet. Pensez-y la prochaine fois que vous mordrez dans un poulet frites. Considéré pendant longtemps comme le plus grand des prédateurs reptiliens, le T-Rex ne peut pas tomber plus bas. Ayant troqué sa position bipède et ses écailles contre une posture trapue et des plumes, ce cousin d'Anchiornis, un parent depuis longtemps disparu du poulet, n'a plus rien pour inspirer la peur aujourd'hui. Ses conseillers en communication maudissent probablement le jour où de nouvelles techniques ont envahi le domaine de la paléontologie. Mais cette découverte nous a donné accès à un tout nouveau monde. Un monde dans lequel une petite créature du nom d'Anchiornis a ressuscité le passé. Un monde dans lequel dinosaures, crocodiles et oiseaux
partagent un ancêtre commun. Un monde dans lequel, enfin, une anicroche de l'évolution a doté les dinosaures de plumes aussi exotiques qu'insolites et de comportements étrangement semblables à ceux de l'oiseau.